Bienvenue à tous. Nous voulons remercier cette opportunité de participer à ce festival et de partager avec vous quelques aspects de la logosophie. Je m'appelle Constanza, j'habite à Buenos Aires, Argentine, et j'étudie logosophie dès que j'avais 21 ans. Le thème de ce soir est la connaissance que la logosophie offre pour ce grand souhait partagé par beaucoup parmi nous, qui est de construire un monde meilleur. Ce titre me suggère de nombreuses questions. Sommes-nous tous ici désireux de construire un monde meilleur? Que signifie construire un monde meilleur? Quelles expériences avons-nous à cet égard? Comment allons-nous nous rendre compte que ça s'améliore? Je pourrais poser beaucoup plus de questions. Mais d'abord, nous voulons vous dire qu'avec Katia, nous n'allons pas donner des réponses toutes faites, des moules ou des idées que nous voulons que vous nous croyiez. Non. La logosophie cherche précisément à ce que chacun puisse développer sa capacité de penser, d'expérimenter et de vérifier tout ce que chacun de nous veut apporter à sa vie. Nous allons partager avec vous notre propre expérience à ce sujet, comment nous avons pu introduire dans notre vie ce qu'enseigne Carlos Bernardo González Pecoche, l'auteur de la logosophie, et comment nous avons pu réaliser des changements et des avancées d'une énorme valeur. La pédagogie logosophique est basée sur la logosophie, une science qui possède sa propre méthode, qui nous permet d'approfondir notre connaissance de nous-mêmes, de nos semblables et de la création. Elle ouvre ainsi à la connaissance des prérogatives que nous avons en tant qu'êtres humains et de la responsabilité que nous avons à l'égard de nos semblables et de l'humanité en général. González Pecoche a profondément ressenti le désir de créer un monde meilleur et a consacré tous ses efforts à l'enseignement d'une connaissance qui, partant de soi-même, peut ensuite être offerte dans notre environnement d'action. Foyer, profession, lieu d'études, amis, car assumer cette tâche éducative exige que nous, adultes, commencions par nous éduquer nous-mêmes. Pensons à la fonction d'enseignement en sens large. Nous pouvons tous l'exercer, quel que soit le rôle, la profession ou le lieu que nous occupons. Il suffit de savoir comment le faire. Le système logosophique d'éducation est composé d'établissements d'enseignement primaire et secondaire, dont les actions reposent sur deux piliers, la formation curriculaire et le travail pédagogique pour la formation de l'étudiant à la vie, basé sur la conception logosophique. Ce système est présent dans 3 pays de l'Amérique latine, Brésil, Uruguay et Argentine, avec une dizaine d'unités et des milliers d'enfants qui y bénéficient de cette pédagogie. Dans mon cas, je suis enseignante à l'école logosophique à Buenos Aires. En ce moment, j'ai une classe de CE1. Et puis moi, Constanza, je fais mes recherches en logosophie en France. Je m'appelle Katia, bonsoir à tous. Et comme Constanza, j'ai commencé à étudier la logosophie dans ma jeunesse au Brésil. Et en Europe, la logosophie est représentée par l'Association européenne de logosophie, fondée à Barcelone en 1993. Elle propose des cours, des conférences, des ateliers, des cycles d'études, tous destinés à une formation humaniste. En tant que centre d'études, elle réunit des chercheurs de toute l'Europe, coordonnés par le Centre européen d'études de logosophie à Barcelone. L'institution logosophique a pour objectif de diffuser ses connaissances, l'usage et le bénéfice de tous qui prennent contact avec ces connaissances. C'est une institution indépendante, à but non lucratif, et n'a aucune affiliation politique ni religieuse. Dans mon cas, en plus des études régulières proposées par l'Association européenne, en ligne et en présentiel, j'applique moi-même à la maison la pédagogie logosophique pour élever mon enfant. La logosophie est une nouvelle ligne de connaissances, un ensemble de principes
une méthode, une technique essentiellement pratique. Sa mission est de fournir à l'être humain les connaissances nécessaires pour accomplir ce qu'elle définit comme le processus d'évolution consciente. Pour en revenir au titre de la conférence, je voulais vous demander où vous placeriez le souhait de construire un monde meilleur. Je veux dire, est-ce qu'il y a la même importance que n'importe quel autre désir? Par exemple, réussir un examen, acheter une voiture ou partir en vacances, sans diminuer tous ces objectifs qui sont très bien à leur propre niveau. Il y a des choses que nous voulons qui transcendent le physique et le matériel. Elles sont liées à ces questions très profondes et ressenties. Avez-vous des questions qui sont en vous depuis longtemps et qui, peu importe le temps qui passe, elles sont toujours là, attendant une réponse? Comment puis-je aider à construire un monde meilleur? Est l'une de ces questions qui viennent d'une partie très profonde ressentie de nous. Peut-être que tout le monde ne le ressent pas de la même façon. Peut-être que ce sont d'autres questions qui nous inquiètent au plus profond de nous-mêmes. Par exemple, lorsque j'étais adolescente, la question qui s'est installée en moi était: pourquoi je vis? Vous vous êtes déjà posé cette question? Ou que se passe-t-il après la mort? Qu'est-ce que la vérité? Pourquoi le mal existe-t-il? Ces questions auront-elles la réponse? Qu'en pensez-vous? Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons nous occuper un peu d'un concept que la logosophie apporte et qui, dans mon cas, m'a permis de comprendre d'où viennent ces questions profondes. Nous ne sommes pas seulement ce corps physique. La partie la plus pure et la plus hiérarchisée qui existe en nous, celle qui garde toutes nos connaissances transcendantes, qui conserve les expériences les plus précieuses et qui cherche toujours le meilleur pour soi et pour les autres, la logosophie l'appelle l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand objectif qui recherche la partie la plus pure de chacun d'entre nous, faire le bien. Mais pourquoi apprendre à faire du bien est tellement important? Constanza, moi j'ajoute une autre question. Quel est le mieux que nous puissions faire en tant qu'être humain? En d'autres mots, quelles sont les excellences de la condition humaine? Quelles sont et comment on peut les cultiver? González Pecoche, éducateur, penseur, humaniste et auteur de la logosophie, évoque l'humanisme ainsi. Dans ce livre, Mécanisme de la vie consciente, il dit: l'humanisme consiste pour la logosophie en ce que l'être rationnel et conscient réalise en lui-même l'excellence de sa condition d'humain et de son contenu spirituel sur la base d'un dépassement incessant. Cette excellence devra transcender par l'exemple et l'enseignement à toute l'humanité. Transcender par l'exemple et l'enseignement à toute l'humanité. La logosophie m'enseigne que donner, c'est enseigner. Mais voyons, pour enseigner, il faut quoi? D'abord, savoir, non? Et qu'est-ce que je pourrais donner si je ne me considérais pas une personne sage? Grâce aux outils fournis par la science logosophique, je suis capable d'apprécier ce que je possède, créer de nouvelles qualités et d'avoir une meilleure relation avec mes semblables. Une manifestation de l'humanisme, pour moi, démontre les excellences de la condition humaine. C'est par exemple l'altruisme. Et ce qu'elle forme. Vouloir partager avec mes semblables, avoir l'initiative de se réunir pour un objectif commun, donner mon temps et mon attention à quelqu'un, eh bien cela me fait naturellement entrer en relation de façon positive avec mes semblables. Avec l'étude logosophique, ces pensées commencent naturellement à faire partie de ma vie et à s'opposer à la façon inconsciente que j'avais de vivre.
avec la critique qui me sépare de l'autre, l'égoïsme et tant d'autres pensées séparatistes comme l'intolérance, l'arrogance, l'ambition, c'est ce qui m'éloigne de mes semblables. Vous pourriez penser que le fait de pouvoir les identifier me rend triste et pessimiste, mais non, c'est libérateur de pouvoir identifier ses ennemis. Je les considère comme des amis parce qu'ils ne me rendent pas heureuse. Et lorsque je fais un travail interne sur ces pensées, je me sens libérée, puisque si je ne connais pas mes ennemis, comment je peux les combattre? D'abord, il faut apprendre à les voir dans notre champ mental. On peut faire la comparaison de notre esprit à une maison, la maison mentale. Dans un livre qui s'appelle Introduction à la connaissance logosophique, il y a un paragraphe qui dit: tout comme vous rangez votre maison, lorsque vous attendez des visiteurs que vous estimez beaucoup, vous devez préparer votre maison mentale à recevoir des pensées pour lesquelles vous éprouvez une intime préférence. Il ne doit pas y subsister un seul instant celles qui sont incapables de réaliser le bien. Et qui sont ces visiteurs de la maison mentale? Les pensées, qui peuvent être bonnes ou mauvaises, constructives ou destructives. Les pensées sont des agents causaux. Elles sont autonomes, c'est-à-dire elles peuvent voyager d'une maison mentale à une autre. Pouvez-vous identifier les pensées? C'est-à-dire, pouvez-vous identifier l'action de ces agents autonomes de notre propre volonté? Ça m'arrive, par exemple, lorsque je vais à la boulangerie pour acheter du pain et que je ressors avec du pain, un croissant, une petite pâtisserie, et que se passe-t-il? Je voulais juste acheter du pain. Qui en moi m'a poussé à acheter d'autres choses? On appelle le monde des causes. Car derrière chaque action, il y a une cause déterminée par une pensée. Un autre exemple. La chaise où nous sommes assis maintenant était auparavant dans le champ mental de la personne qui l'a dessinée, c'est-à-dire qu'elle était sous la forme d'une pensée dans le monde mental. Alors, comment peut-on commencer à organiser notre maison mentale? Quelle bonne question. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue en classe il y a quelques semaines. Un jour, une fille très aimable et douce vient me demander de l'aide parce qu'une autre fille qui est une de ses amies plus proches l'a maltraitée sans aucune explication. Lorsque j'ai demandé à l'autre fille ce qui s'était passé, elle s'est mise à pleurer et elle a pu dire qu'elle avait été blessée par le comportement de son amie au cours de la semaine précédente. La jeune fille, qui est habituellement très aimable, a eu du mal à assumer la responsabilité de son comportement. Lorsque je lui ai dit que nous avions parfois des pensées qui sont négatives et que l'important était de les reconnaître pour apprendre, une autre fille a dit: les pensées négatives vont toujours apparaître. Cela ne va pas s'arrêter. Nous devons voir ce que nous faisons lorsqu'elles apparaissent. Et là, elle a pu reconnaître ce qui l'avait poussée à agir de la sorte et essayer de la résoudre. Pour moi, cette expérience était significative. Au lieu de punir la fille qui avait mal agi, je lui ai donné l'espace nécessaire pour s'observer et reconnaître les causes internes qui l'avaient emmené à agir de la sorte. Et toutes les personnes impliquées ont pu réfléchir aux pensées et aux idées qu'elles changeraient la prochaine fois. Je vis souvent ces situations avec les enfants et j'en suis très émue par l'énorme projection pour la vie qui est d'apprendre à regarder à l'intérieur et à trouver les causes de notre façon d'être en nous-mêmes. Cela nous donne un pouvoir énorme, le pouvoir de choisir et de transformer notre réalité. Chaque fois que nous découvrons notre monde intérieur, nous prenons un peu plus le contrôle de notre vie. Nous pouvons distinguer ce que nous voulons être dans ce monde et ce que nous ne voulons pas être. Et nous apprenons à choisir ce qui est bon, ce qui apporte le bonheur et élargit la vie. De la même manière que ces jeunes filles ont pu aller à l'intérieur et à partir de là comprendre ce qu'elles avaient vécu et penser à des idées à changer dans des situations futures,
La même chose est projetée comme une opportunité dans tous les aspects de notre vie. Le travail, dans le monde intérieur, dans les mondes des causes, nous permet de forger cette vie que chacun veut vivre, cette réalité à laquelle chacun aspire. Et Constanza, dans mon expérience de maman, je peux faire cette organisation de mon champ mental pour que ne subsiste que les pensées capables de faire le bien. Mon expérience est la suivante. Parce que j'avais du mal à m'adapter à une nouvelle réalité dans ma vie, qui m'obligeait à changer mes habitudes, j'étais irritée, je me trouvais rigide et impatiente avec mon fils de 5 ans. Je savais que c'était pas bon. Mon cœur de maman me disait que c'était pas juste. J'avais un problème personnel pour m'adapter à une nouvelle réalité que se reflétait dans mon comportement avec mon fils. Avez-vous déjà ressenti cette désorientation de ne pas pouvoir, de ne pas savoir quoi faire pour changer les pensées qui nous affligent, qui nous éloignent de mes semblables, qui ne me permettent pas de rapprocher? Parfois, je parvenais à contrôler mes réactions, mais bien souvent, je me laissais aller, fatiguée de la charge de travail, de la pression psychologique de l'actualité à la télé, des gens qui m'entouraient, de mes frustrations. Je voulais être meilleure pour mon fils, l'aider, l'éduquer, mais je sentais que je devais d'abord me défendre, me réhabiliter et me reconstituer des états précaires qui m'empêchaient d'agir avec plus de diligence et d'intelligence. Vous avez déjà vécu une expérience similaire avec une personne très proche de vous, de vouloir faire de votre mieux, mais de se sentir incapable? En 2020, comme nous étions bloqués à la maison à cause de la pandémie, mon fils et moi avons profité pour marcher tous les jours pendant ces printemps 2020. J'ai remarqué que chaque jour les feuilles sortaient des arbres, que des nouvelles fleurs s'ouvraient. J'ai aimé voir la transformation, la diversité des couleurs et des formats chaque jour, à tel point que c'était une source d'encouragement pour la journée. Le matin, en ouvrant les volets de ma chambre, je me demandais: qu'est-ce que la nature va m'apporter aujourd'hui? J'ai fait alors une analogie avec ce que s'est passé dans mon interne. Si la nature était en constante transformation, moi, qui fais aussi partie de cette création, je pourrais faire cette transformation. Cela consistait à faire ressortir les vertus en moi et ainsi changer mon être. J'ai observé les fleurs qui se transformeraient en fruits, qui permettraient la préservation des espèces. Je me suis dit que tout cela était des processus naturels. J'ai alors compris que mon fils fait partie aussi d'un grand projet conçu dans la création. La mesquinerie de toujours penser à mon fils était menacée. J'ai compris que mon fils obéissait à un grand processus de conservation et d'évolution de l'espèce humaine, programmé dans la nature. En d'autres termes, j'ai compris que nous sommes tous une partie de la création. J'ai réussi à voir en lui tous les enfants du monde. Nous devons savoir et sentir que nous pouvons chercher l'inspiration dans la création pour résoudre nos problèmes. C'est comme un langage universel que nous devons apprendre à comprendre. Tout ça fait bouger les rouages de l'intelligence pour pénétrer dans les secrets de ce monde des causes. J'avais maintenant une raison beaucoup plus forte et plus élevée d'être meilleure, allant même au-delà de la tâche de m'éduquer et d'éduquer mes semblables. Pour faire le bien, je dois réveiller dans mon cœur l'amour pour l'humanité. Tous ces fruits, ces enfants qui font partie de la création, nous faisons tous partie d'un grand processus d'évolution. Comprenez-vous que c'est un amour qui est cultivé à l'intérieur de nous-mêmes, a été créé en conscience? Ça peut plus être un amour mesquin. Donc pour moi, aujourd'hui, donner, c'est enseigner, c'est éduquer. Ça signifie aussi aimer et respecter mon prochain, tout comme je dois aimer et respecter ma propre vie. C'est ainsi aujourd'hui, avec l'expérience de la logosophie, que je ressens l'immanence de la vie en moi. Katia a partagé une expérience dans laquelle l'observation de la nature lui a permis de faire des réflexions très profondes. C'est surprenant de constater tout ce que nous pouvons apprendre en observant consciemment la nature.
L'une des grandes ressources pour pouvoir relier la connaissance du monde dans lequel nous vivons à notre propre vie est l'utilisation d'analogies. Je voudrais partager avec vous une analogie que nous avons utilisée plusieurs fois avec mes élèves et qui est étroitement liée à ce grand objectif d'apprendre à faire le bien. Connaissez-vous le processus de la métamorphose du papillon? Il est ainsi avec des ailes et prêt à voler? Non. C'est d'abord un œuf, puis une chenille, puis cette chenille fait une chrysalide où elle subit une transformation impressionnante jusqu'à devenir un papillon. Mes élèves et moi avons pu assister à tout le processus. C'était passionnant et beaucoup d'entre eux ont été émerveillés. Petit à petit, nous l'avons emmené dans nos propres vies. Ils ont même joué à devenir des œufs, des chenilles, des chrysalides et enfin des papillons. Tout ce parcours nous a permis d'approfondir notre compréhension de l'idée de ce qu'est un processus. Tout ce à quoi nous aspirons nécessite un processus, un parcours, une transformation. Tout naît petit et passe par des étapes de transformation. Si dans la nature c'est si clair à voir, pourquoi dans nos vies nous faisons semblant que c'est différent? Est-ce que ça vous a déjà arrivé de vouloir aider quelqu'un et de vouloir obtenir des résultats tout de suite? Le concept de vie comme champ expérimental est l'un des concepts philosophiques qui a le plus transformé ma vie. Réaliser de grandes choses nécessite beaucoup d'essais. Nous ne pouvons pas prétendre du jour au lendemain être quelqu'un qui sait parfaitement comment rendre le monde meilleur, comment aider les autres pour qu'ils soient meilleurs. C'est comme essayer de passer d'un jour à l'autre de l'état œuf à celui d'un beau papillon. Bien que ce que je dis soit très logique, je le répète, combien de fois nous prétendons obtenir des résultats immédiats dans notre quête de faire le bien? Avez-vous déjà été agacé ou frustré de ne pas obtenir des résultats? Avez-vous déjà pris la peine de reconnaître que vous avez eu tort? La capacité à transformer le concept d'erreur comme motif de punition en idée d'opportunité d'apprentissage est l'une des grandes contributions logosophiques à la réussite de ces processus. Lorsque nous préparions cet exposé avec Katia, je lui ai raconté une expérience avec une petite fille qui, au début de l'année, était réticente à faire les activités et ne voulait pas parler de ce qui lui est arrivé et comment, avec patience, avec amour, avec un réel intérêt à l'aider et sans prétention, je l'ai accompagnée pour qu'elle puisse progressivement se connecter à ses propres intérêts. Aujourd'hui, même s'il a parfois du mal à se mettre au travail, elle le fait avec plaisir et volonté d'apprendre. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est beaucoup plus difficile. Mais pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que grâce à ce que j'ai appris avec la logosophie sur le processus, sur la patience, sur le véritable amour à la connaissance, j'ai pu l'accompagner pour qu'elle puisse trouver son propre moteur intérieur par elle-même. Combien de fois, quand nous voulons faire le bien, nous sommes comme les pluies torrentielles qui déversent beaucoup d'eau, mais dont l'intensité est telle qu'une grande partie continue son chemin sans pénétrer dans la terre. Comme il est plus fécond d'être comme les pluies douces, qui humidifient peu à peu et donnent le temps à la terre de recevoir tout l'eau que cette pluie l'offre. Je vois de plus en plus clairement comment ça c'est nécessaire de savoir mettre la loupe à l'intérieur, de pouvoir observer et reconnaître sa propre réalité, afin de cultiver le bien qui existe déjà et de transformer ce qui nous limite. Vous pouvez imaginer ce qui se passerait si de plus en plus de personnes commençaient depuis l'enfance à avoir des connaissances pour faire du bien à soi et aux autres. Vous pouvez imaginer cette réalité. De cette façon, vous pensez que nous serions sur la voie de la construction d'un monde meilleur? On arrive à la fin de notre exposé. Je vous propose de prendre la loupe et la tourner vers vous-même et voir si quelque chose de ce que nous avons partagé avec vous aujourd'hui
vous a touché d'une manière spéciale, vous avez fait émerger un souvenir, une question ou une réflexion. Si c'est le cas, profitez de l'opportunité pour continuer à approfondir. Sûrement que cette partie pure et élevée qui existe en chacun de vous en remerciera. Merci beaucoup Constanza d'avoir partagé avec nous quelques expériences en classe dans cette école qui est tellement engagée à la formation intégrale de l'être humain dès jeune âge. L'institution logosophique est l'entité qui nous permet, dans notre cas, de réaliser ces changements dans nos vies et de construire un monde meilleur. Elle est présente dans tous les continents et beaucoup de pays. Alors, si vous voulez chercher plus d'informations, vous trouverez les livres et articles écrits par González Pecoch et qui sont traduits dans plusieurs langues. Ces publications peuvent être téléchargées gratuitement sur le site web logosophie.info. Et merci beaucoup pour votre attention et bonne soirée. Au revoir Constanza. Merci beaucoup de ta participation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.